qui se passe en ce moment dans le monde de la science, c'est que, en gros, ce qu'on dit, c'est à nos sociétés contemporaines, prononcez-vous sur quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est comme si on disait à la majorité d'entre vous, vous devez voter, vous devez faire des choix sur des options dont vous ne savez absolument rien. D'accord? Donc, essentiellement, c'est comme si on vous disait, présentez-vous à un endroit, puis là, faites des choix, d'accord? Disons, entre l'option A, l'option B, l'option C, l'option D, d'accord? Puis là, vous dites, qu'est-ce que je vais faire? Bon, tiens, je vais y aller pour l'option B, mais la plupart d'entre vous, là, si je commence par une question comme, choisissez entre l'option A ou B, alors, vous allez d'abord dire, j'aimerais bien savoir ce que signifie l'option A ou ce que signifie l'option B. Ou alors, si je vous demande, qu'en pensez-vous? Vous allez dire, je ne vois pas pourquoi je penserais quelque chose, je ne sais même pas de quoi on parle encore. D'accord? Donc, de manière très schématique, c'est ça la crise, parce qu'il s'agit véritablement d'une crise, à laquelle nous sommes confrontés, en fait, ces dernières années. Je vais m'attarder un peu sur les conservateurs, parce qu'il se trouve qu'il y a quelques années, j'ai malheureusement écrit un livre intitulé « Contre Harper » et qui, disons, a à peu près un de mes seuls succès de librairie. Là, ça va rester probablement mon seul succès de librairie. On s'entend qu'un succès de librairie au Québec pour un essai, c'est à peu près 2000 copies vendues. Là, donc, c'est pas énorme. Là. Mais ce que ça signifie essentiellement, c'est que depuis ce temps-là, je donne des conférences beaucoup sur les conservateurs. Mais ce n'est pas les conservateurs qui m'intéressent en tant que tels. Ce qui m'intéresse, c'est comment se fait-il que quelque chose comme les conservateurs ait réussi à faire autant de mal dans une société comme la nôtre. Donc en fait, ce qui m'intéresse, c'est plutôt une société comme la nôtre. Et puis, ce que sont les conservateurs, à mon avis, c'est un problème politique, mais qui est ce que les philosophes vont appeler un épiphénomène. C'est-à-dire, c'est quelque chose, c'est uniquement la surface. Ce n'est pas le vrai problème. C'est comme le symptôme d'une maladie, mais ce n'est pas la maladie en tant que telle. D'accord? La maladie, en fait, c'est nous tous. D'accord? C'est nous tous parce qu'on s'intéresse de moins en moins à ce qui nous concerne et on juge que d'autres peuvent très bien décider pour nous. Mais la plupart du temps, si je devais, par exemple, je ne sais pas moi, je ne sais pas ce que vous allez faire ce soir ou ce que vous allez faire de votre fin de semaine. Par exemple, si je dis non, je suis désolé, je décide pour toi. Alors, la plupart d'entre vous, vous risquez d'avoir comme une espèce de réaction du genre non. Je pense pas vraiment, non. Je pense pas vraiment. Tu sais, même si j'y vais, là, puis là, j'essaie là, de servir des pouvoirs de mon esprit pour vous dire, tu sais, vous allez tous étudier Kant vendredi soir. Tu sais, vous allez peut-être dire non. Pourquoi essentiellement? Parce que vous considérez que vous avez le droit à vos choix. Alors, vous savez très bien que vos choix ne sont pas toujours, comment dire, pertinents. Il arrive, enfin, si vous êtes comme moi, il arrive que vous vous trompiez. Hein, je suppose que vous n'êtes pas des dieux, des déesses et que vous vous trompez. D'accord? Mais il n'en demeure pas moins que vous tenez à ce que lorsque vous vous trompez, à la rigueur, vous êtes prêt à assumer le blâme. Pourquoi? Parce que vous aviez comme un certain nombre d'options, un certain nombre d'informations, et à partir de là, vous avez fait une décision. D'accord? Parfois, vous avez été juste idiot, d'accord? Mais après, vous pourriez très bien, si vous êtes un minimum honnête avec vous-même, vous dites, là, j'ai pris une décision qui était vraiment idiote. C'est tout. Si, par exemple, je ne sais pas, moi, vous n'étudiez pas juste avant de passer un examen, puis vous vous plantez dans votre examen, vous êtes quand même capable de vous rendre compte que ce n'était pas difficile à prévoir. D'accord? Vous êtes en mesure de savoir que vous êtes responsable de vos choix parce que vous avez pris un risque. Et puis, voilà, ça s'est très mal passé. D'accord? Mais ça s'est fait sur la base d'une information minimale. Par exemple, si vous vous présentez un examen, que vous n'avez pas travaillé, vous n'avez pas étudié, et puis que ça se passe très mal, mais que vous étiez au courant que l'examen aurait lieu, là, vous pouvez être en mesure de vous dire, bon, voilà, je suis responsable de ce que j'ai fait. Mais si, par contre, je vous disais, ici, maintenant, il va y avoir une question, je vais vous poser une question, et puis en fait, ce que mon collègue disait tout à l'heure, ça serait objet évaluation, mais en réalité, c'est objet évaluation maintenant. Je veux que vous me parliez de l'impératif catégorique, vous avez 5 minutes pour le faire, à vos cahiers. Alors là, vous allez me dire, c'est absurde. Je ne peux pas commencer à écrire sur quelque chose que je n'ai pas vu, ou apprendre, ou à me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas vu, puis encore moins être tenu responsable
d'un propos sur quelque chose que je ne connais pas. Supposez que vous ne connaissiez pas ça. C'est peut-être le cas, là, mais supposez que vous ne connaissiez pas ça. Bon. Alors, c'est exactement ce qui se produit dans nos sociétés contemporaines en ce moment. Tout ce qui nous apparaît intuitivement, tout ce qui nous apparaît dans la vie de tous les jours, complètement absurde. On ne voudrait pas que quelqu'un décide pour nous. On ne voudrait pas, surtout qu'on nous impute une responsabilité par rapport à des décisions, alors qu'on n'avait même pas les moyens de savoir, on ne savait même pas de quoi il était question au juste. D'accord? Il y a tout ce qui nous apparaît absurde dans notre vie de tous les jours, pourtant nous le cautionnons sur la scène politique. Nous avons comme admis que ce n'était pas si grave que cela de ne pas savoir, de ne pas être tenu informé, de manière à ce que graduellement, nous délaissons complètement un pouvoir. Mais que se passe-t-il depuis quelques années? Eh bien, il se passe en fait que nous avons un gouvernement qui, au fédéral, a décidé que la connaissance n'était pas utile à la démocratie, mais était un obstacle, non pas à la démocratie, mais à son pouvoir. Parce qu'essentiellement, ils ont réalisé que plus les gens savent de choses, plus ils sont en position de pouvoir contester une décision qui est prise en leur nom. Ne serait-ce que, pas simplement parce qu'ils sont opposés à la décision, mais parce que, par exemple, cette décision leur apparaîtrait absurde. D'accord? Imaginons, par exemple, que je dise, voilà, j'ai un budget et je vais rénover complètement cette salle. D'accord? Mais j'ai absolument aucune idée de ce dont cette salle a besoin. C'est simplement que, je ne sais pas, moi, il se trouve que j'ai une organisation, elle me fait une commandite, elle veut que son nom apparaisse sur la salle. Il faut absolument que je rénove la salle. Peu importe que la salle en ait besoin ou non. D'accord? Alors qu'il y aurait des besoins criants ailleurs. Je ne sais pas, par exemple, je ne sais pas, est-ce que vous avez un café étudiant ici? Bon, imaginons que votre café étudiant, ça serait génial si vous avez un peu plus d'argent pour le rénover, pour acheter des nouveaux appareils, des nouveaux fauteuils. Imaginons quelque chose de semblable. Vous dites, il y a d'autres besoins ailleurs. Pourquoi est-ce que nous devrions prioriser cette salle? Ah, peu importe. Ça n'a absolument aucune importance. Il faut le faire. D'accord? Alors là, vous, ce que vous diriez, si vous êtes des étudiants informés, c'est, attends une minute. Avant qu'on prenne une décision comme celle-ci, on va d'abord voir s'il y a un besoin. On va d'abord se renseigner s'il y a un besoin. Est-ce que c'était vraiment nécessaire de rénover cette salle? D'accord? Donc la première chose que vous allez faire, c'est venir voir l'état de la salle. Et puis ensuite, la deuxième chose, c'est, j'imagine, vous allez demander l'avis, peut-être pas d'experts, mais de gens qui vont être en mesure de vous dire, oui, en apparence, tout cela semble très correct, mais en réalité, cette salle est menace de s'effondrer. Je ne sais pas, moi, il y a des problèmes d'électricité qu'on ne voit pas, il y a des problèmes de ventilation, bon, peu importe. D'accord? Donc, vous avez besoin d'informations. Et sur la base de cela, ensuite, vous pourrez dire, bon, ben, l'administration fait peut-être un bon choix. C'est vrai que nous aurions eu besoin de l'argent pour notre café étudiant, mais l'administration de l'université nous a montré, sur la base de faits, d'accord? Sur la base de faits, il nous a montré ces faits, il nous a vraiment exposé ces faits, qu'il y avait un besoin réel d'investir dans cette salle. Donc, autrement dit, oui, d'accord, il y a une somme d'argent qui va servir à faire disons, la publicité pour celui qui a donné l'argent, d'accord? Parce qu'il y aura son nom partout, ça sera la salle Molson, je ne sais pas, ou peu importe, d'accord? Mais, essentiellement, on se dit, bon, ben, c'est de bonne guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'en demeure pas moins que la salle avait besoin d'être rénovée. Nous avons vérifié cela, donc on peut l'accepter. Mais que se passe-t-il quand vous ne pouvez pas le savoir? D'accord? Et c'est cela à quoi on assiste ces dernières années. Par exemple, il y a, au début à peu près de leur mandat, dans les premières années de leur mandat, les conservateurs ont eu cette idée étonnante qu'un recensement complet, un formulaire long du recensement, était beaucoup trop lourd pour les Canadiens et les Canadiennes. Essentiellement, ce qu'on disait, c'est, écoutez, on ne va pas faire des enquêtes trop approfondies parce que ce serait vraiment très problématique. On va s'introduire dans la vie privée des gens. On va leur demander des informations que le gouvernement n'a pas besoin de savoir. Donc, il faut se restreindre. Il faut en demander moins. Mais tant et si bien que maintenant, les informations dont
dont dispose le gouvernement pour établir ses politiques publiques sont réduites à presque rien. D'accord? Donc on ne peut même plus savoir quels sont les besoins réels des populations à l'intérieur du Canada parce qu'il nous manque des informations pour pouvoir cautionner ou invalider nos choix de politique publique. D'accord? Donc même si, par exemple, disons, je ne sais pas, moi, quelques-uns d'entre vous sont un peu plus politisés, et puis que certains disent, ah ben moi, attention, je ne me laisserai pas avoir par ce gouvernement, je vais prendre mon rôle de citoyen et je vais m'opposer à des choix qui sont faits par les conservateurs. Mais si vous voulez le faire correctement, la première chose à faire, c'est de vérifier si vous vous opposez aux bonnes choses. Parce que même si c'est des conservateurs, il est possible qu'ils fassent aussi des bonnes choses. D'accord? Donc, il faut que vous arriviez à pouvoir départager. Mais si vous n'avez pas les informations, alors vous vous retrouvez dans une situation très problématique parce que vous-même n'êtes plus convaincant quand vient le moment, par exemple, de vous opposer à un choix politique qui est fait à votre nom. Parce que vous non plus, vous ne disposez pas des informations. Parce que ces informations n'existent tout simplement plus. D'accord? Prenons un autre exemple qui est beaucoup plus grave encore en un sens. Vous savez, un gouvernement, c'est aussi des tas de gens qu'on ne voit pas, d'accord, et qui vont travailler essentiellement dans le domaine des sciences pour être certains que les informations dont nous disposons sont à jour ou pour donner de nouvelles informations afin que précisément lorsque, par exemple, on prend une décision de type environnemental, par exemple, le quota des pêches, par exemple au sujet de la morue, on s'aperçoit qu'il y a une baisse de stock dramatique de la morue. Donc là, on dit, bon, il va falloir qu'on arrête la pêche, ou alors on va l'autoriser jusqu'à un certain niveau. D'accord? Mais il faut qu'on ait des informations pour cela. On ne peut pas simplement décider du jour au lendemain, on dit, ah ben oui, mais quand même, il y a des électeurs dans cette région, on ne veut pas les perdre, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser les pêches sans restriction aucune, d'accord? Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation où il n'y a absolument plus de morue, et donc, tous ces gens-là se retrouvent au chômage. D'accord? Mais au début, on les a eus par la pâte, on leur a dit, ah, mais il y a encore de l'argent à faire, on va exploiter la ressource jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, puis après, ces gens-là, évidemment, se retrouvent dans une situation de chômage. Un autre exemple, ce serait la situation environnementale. On va dire, par exemple, que l'exploitation des gaz de schiste ne pose pas de véritable problème. D'accord? Et là, on le dit aussi au Québec ces derniers temps. Alors, essentiellement, comment va-t-on arriver à vendre ça? Tout simplement en ne le prouvant pas. Tout simplement en ne le prouvant pas, parce que de toute façon, et c'est là mon point, les gens qui auparavant étaient employés précisément pour vérifier ce type d'affirmation, eh bien, il en reste de moins en moins, ou alors, ceux qui restent, leur travail est muselé. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent même plus s'exprimer librement. Des scientifiques qui travaillaient pour le gouvernement travaillaient en fait pour l'État, ne travaillaient pas pour le parti au pouvoir. Ils travaillaient pour le gouvernement canadien, un peu comme des fonctionnaires. Enfin, ce sont des fonctionnaires. Et eux, ce qu'ils font essentiellement, c'est un travail très patient, parfois qui nous apparaîtrait à la limite peut-être vraiment plate, de collecte de données, collecte d'informations, de manière à pouvoir montrer des effets réels des pratiques, par exemple des pratiques d'exploitation des ressources, sur l'environnement. Ça, c'est un des aspects possibles, d'accord? Mais imaginez que vous vous retrouviez avec une équipe au départ de 20 personnes et que du jour au lendemain, cette équipe, c'est 5 personnes. Puis imaginez que les 5 personnes qui restent, essentiellement, ce qu'on dit, c'est à chaque fois que tu vas intervenir, à chaque fois qu'un journaliste va te demander de l'information, au lieu que tu les transmettes, tout cela sera filtré par le ministère qu'on juge compétent en la matière. Par exemple, si, disons, c'est une question qui touche justement les ressources naturelles, eh bien, ce sera le ministère compétent en la matière qui va intervenir. Et le ministère compétent en la matière, il n'intervient pas de manière distante par rapport au pouvoir, il est au service du pouvoir. D'accord? Donc là, on se retrouve à perdre un élément fondamental dans nos démocraties, ce que les Américains vont appeler les checks and balances,
donc des éléments de contre-pouvoir, d'accord? Mais d'habitude, les checks and balances, ça va être par exemple le fait qu'il y ait un Sénat en plus du Parlement. Donc. Mais ici, ce dont on parle, c'est d'un contre-pouvoir qui est celui de la science. Puis essentiellement, qu'est-ce que ce contre-pouvoir? Alors j'espère, je sais que c'est filmé, puis je vais peut-être me faire reprocher mon vocabulaire un peu grossier, mais essentiellement, ce que ce contre-pouvoir, ce à quoi il sert, c'est, on ne peut pas dire des conneries, on ne peut pas dire des sottises, on ne peut pas dire des bêtises, il faut arriver à montrer, à prouver que ce qu'on avance au sujet, par exemple, des gaz de schiste, que ce qu'on avance au sujet des problèmes climatiques, que ce qu'on avance au sujet, par exemple, des surpopulations de chevreuils dans telle région, ce genre de choses, eh bien, cela a été vérifié. Cela a été vérifié, ça a été revérifié, et ainsi de suite. Et surtout, l'information qu'on donne est une description adéquate de la réalité.